Il y a des objets qu'on ouvre sans y penser. Un tiroir, un placard, un réfrigérateur, un congélateur. On les ouvre parce qu'il faut préparer un repas, ranger des courses, faire de la place. Le 23 juillet 2006 à Séoul, Jean-Louis Courgeot ouvre le congélateur familial. Sa femme Véronique et leurs 2 filles sont en France pour les vacances. Lui est seul dans l'appartement. Il veut simplement ranger quelque chose. Un geste ordinaire, presque rien. Et puis, dans le froid, il découvre ce qu'aucune maison ne devrait contenir. 2 corps de nouveau-nés. À cet instant, ce n'est pas seulement une enquête criminelle qui commence, c'est une vie entière qui se fond, une famille qui bascule, et une question impossible qui surgit. Comment une femme déjà mère de 2 enfants a-t-elle pu porter, mettre au monde, tuer, puis garder 3 autres enfants sans qu'ils deviennent jamais psychiquement des êtres humains? Cette affaire, on l'a appelée l'affaire des bébés congelés. Dans cet épisode, nous allons chercher le lieu exact où une grossesse peut avancer dans le corps sans entrer dans la pensée. Le lieu où un enfant peut naître biologiquement sans naître symboliquement. Et surtout, nous allons essayer de comprendre une phrase que Véronique Courgeot prononcera plus tard. Une phrase presque impossible à entendre. Pour moi, ça n'a jamais été des enfants. Aujourd'hui, dans Clinique du crime, l'affaire Véronique Courgeot. Véronique Courgeot est née en 1967 dans le Maine-et-Loire. C'est une femme qui ne correspond pas à l'image simpliste que l'on voudrait parfois donner au crime. Par exemple, une vie déjà fracassée, une marginalité visible, un désordre évident. Rien de tout cela. Dans l'histoire de Véronique Courgeot, l'enfance n'apparaît pas comme un grand récit spectaculaire. Ce qui revient plus discrètement, c'est une atmosphère familiale. Robert et Monique Fièvre, ses parents, sont viticulteurs dans le Maine-et-Loire. Une famille de travail, de retenue, de peu de mots. Une famille nombreuse, 7 enfants. Elle est décrite comme une enfant calme, gentille, effacée, timide, solitaire. Au procès, elle parlera d'une enfance sans grand malheur affiché, mais marquée par un manque de communication, de dialogue, de signes d'affection. Elle dira aussi quelque chose de très simple et de très lourd. Elle n'a pas su trouver sa place. Cette phrase compte parce qu'elle ne raconte pas un événement, elle raconte une position. Être là, mais ne pas savoir exactement où l'on est pour les autres. Exister dans la famille, mais sans être vraiment situé par une parole. Dans cette maison, parler n'était pas une habitude. Les grossesses de sa mère, par exemple, s'enchaînaient sans être vraiment annoncées, sans être mises en mots. Les enfants comprenaient ce qui arrivait en voyant le corps changer. Ils devinaient, ils regardaient, mais on ne leur disait pas forcément. C'est un point essentiel pour entendre un climat. Dans certaines familles, le corps, c'est avant la parole. Le corps montre, la parole ne suit pas, ou elle arrive trop tard, ou elle n'arrive pas. Dans cette famille décrite comme taiseuse, on ne parle pas du corps, on ne parle pas de ce qui arrive aux femmes, on ne transforme pas toujours l'événement corporel en parole partageable. Et c'est là que l'histoire familiale devient importante. Car plus tard, chez Véronique Courgeot, les grossesses ne seront pas seulement cachées aux autres, elles sembleront aussi maintenues hors d'une parole intérieure stable. Quelque chose est su puis repoussé, perçu puis retiré. Comme si l'événement du corps restait hors langage. Véronique Courgeot est mariée à Jean-Louis Courgeot, ingénieur. Ils vivent d'abord en France, en Charente-Maritime, puis en Touraine. En 2002, la famille s'installe en Corée du Sud pour le travail de Jean-Louis. Véronique Courgeot est mère de 2 garçons, 2 enfants reconnus, inscrits dans la famille, dans la filiation, dans le récit social. Ce point est essentiel. Elle n'est pas étrangère à toute maternité, elle a déjà été mère. Elle a connu les repas, les nuits, l'école, les soins, la fatigue, les gestes ordinaires d'une vie familiale. Et pourtant, juillet 99, Villeneuve-la-Comtesse en Charente-Maritime. Elle accouche seule, elle tue l'enfant, elle brûle le corps dans la cheminée. Aucun témoin,
aucune trace découverte, aucune parole. Nous ne le saurons que parce qu'elle-même le racontera des années plus tard. Septembre 2002, à Séoul. Elle accouche seule dans la salle de bain. Elle étouffe le nouveau-né. Le corps est placé dans un sac plastique, puis conservé dans le congélateur familial. Décembre 2003, un autre accouchement. Seul à nouveau. Un autre enfant étouffé. Un autre corps gardé dans le congélateur, à côté du premier. Pendant tout ce temps, la vie continue. Les deux fils vivants grandissent. Le couple tient. La maison fonctionne. Le réel, lui, est enfermé. Le 23 juillet 2006, Jean-Louis Courgeot ouvre le congélateur et découvre les deux corps. Le 22 août 2006, le couple tient une conférence de presse. Ils nient. Ils évoquent un complot lié aux activités professionnelles de Jean-Louis. Puis, les analyses ADN ferment cette possibilité. La filiation est établie. Le 12 octobre 2006, Véronique Courgeot avoue. Elle affirme que son mari n'a jamais rien su. En janvier 2009, Jean-Louis Courgeot bénéficie d'un non-lieu. Le 18 juin 2009, Véronique Courgeot est condamnée à 8 ans de prison pour 3 infanticides. Elle est libérée le 17 mai 2010. Voilà les faits. Et maintenant la question que le verdict ne résout pas. Qu'est-ce qui s'est passé psychiquement pour que ces grossesses existent dans le corps sans trouver de place dans la pensée? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces nouveau-nés ne deviennent jamais pour elles des enfants? Pour moi, ça n'a jamais été des enfants. Cette phrase, il faut la laisser descendre. Elle est dure, elle est presque irrecevable. Et pourtant, cliniquement, elle ouvre exactement le lieu du désastre. Véronique Courgeot ne dit pas seulement qu'elle a tué, elle dit autre chose de plus trouble. Ce qu'elle a tué n'avait pas dans son monde interne le statut d'un enfant. On pourrait entendre cette phrase comme une défense, une manière de rendre supportable l'insupportable, une tentative peut-être pour se protéger après coup. Cette lecture n'est pas impossible. Mais si on écoute la phrase autrement, non pas comme une excuse, ni comme une stratégie, mais comme une description clinique, elle devient plus inquiétante encore. Elle dit peut-être ceci: dans son psychisme, quelque chose n'a jamais pu faire de ces nouveau-nés des êtres séparés d'elle. 3 enfants sont morts, et cela doit rester au centre. Mais ici, la question est précise. Qu'est-ce que le psychisme de Véronique Courgeot a fait de ces grossesses pour qu'elles ne prennent pas place? Et plus loin encore, qu'est-ce qu'il a fait de ces enfants pour qu'ils ne deviennent jamais pour elle des autres? Et surtout, qu'est-ce qu'elle a gardé? On a souvent parlé de déni de grossesse dans cette affaire. Le terme n'est pas absurde si on l'entend au sens large. Une grossesse peut ne pas s'inscrire psychiquement comme un événement reconnu, représentable, partageable. Le corps porte, le ventre se modifie ou pas, le poids change ou pas, mais le psychisme, lui, ne fabrique pas nécessairement l'histoire correspondante. La grossesse physique avance, la grossesse psychique reste en suspens. Mais dans l'affaire Courgeot, les experts ne sont pas tous d'accord sur ce point. Certains parlent de déni, d'autres parlent plutôt de dénégation ou de refus de maternité. Et cette nuance est importante, parce que le mot déni de grossesse fascine. Il donne l'impression d'une explication immédiate, le corps aurait caché, la pensée n'aurait rien su. Mais le dossier Courgeot est plus trop que cela. Il ne montre pas seulement l'absence de savoir, il montre un savoir qui apparaît, puis se retire. Un savoir qui affleure, puis devient inutilisable. Un savoir qui ne parvient pas à devenir une décision, une demande, une parole. C'est pourquoi je parlerai ici plus volontiers de dénégation de grossesse ou de grossesse tenue hors récit que de déni total. Dans le déni, la réalité est tenue hors du champ psychique. Dans la dénégation, quelque chose est su, puis aussitôt repoussé, refusé, annulé, retiré. Véronique Courgeot dira cette phrase troublante: je l'ai su,
je ne l'ai plus su. Elle ne dit pas je n'ai jamais su. Elle dit je l'ai su. Puis je ne l'ai plus su. C'est précisément là que se loge le mécanisme. Un savoir apparaît, puis il disparaît de la conscience disponible. Il n'est pas intégré, il n'est pas dressé, il ne devient pas une phrase possible. On peut alors repenser la maison d'enfance, non comme origine unique, mais comme familiarité avec un certain régime de silence, des grossesses visibles mais peu dites, des événements corporels devinés plus que nommés. Chez l'enfant, cela peut laisser une trace étrange. Le corps parle mais personne ne traduit. Et plus tard, dans une situation extrême, ce défaut de traduction peut devenir un abîme. Cette absence d'adresse est majeure. Dire je suis enceinte à un mari, à un médecin, à une amie, c'est faire passer la grossesse du corps au monde. C'est lui donner un témoin. C'est l'inscrire dans une réalité partagée. Chez Lacan, psychanalyste, l'autre n'est pas seulement une personne, c'est le lieu du langage, de la reconnaissance, de l'inscription symbolique. Faire passer une grossesse par la parole, c'est lui donner une place dans le monde humain. Or ici, quelque chose empêche ce passage. Le corps sait, une part du psychisme sait, mais ce savoir ne devient pas une parole adressée. Il reste sans témoin, sans inscription, sans scène. La grossesse existe dans le réel, mais elle ne devient pas une réalité psychique habitable. Pour qu'un bébé advienne, il ne suffit pas qu'un corps le porte, il faut qu'un espace interne s'ouvre. Winnicott, psychanalyste, part d'un état particulier qui s'installe normalement chez la femme enceinte, une sensibilité extrême tournée vers l'enfant à venir. La mère commence à se préparer psychiquement à accueillir un être encore invisible. Et cette préparation n'a rien d'une image de catalogue. C'est parfois vécu comme quelque chose de plus ambigu. Il y a de l'attente, mais aussi de la peur, du désir, mais aussi du rejet, de la tendresse, mais aussi de l'agacement, du doute, parfois même de l'effroi. Monique Bidolski, qui est psychanalyste et psychiatre, a parlé autour de la grossesse. Elle parle d'une transparence psychique, un moment où remontent des traces anciennes, des conflits, des représentations enfouies. La grossesse n'est donc jamais seulement biologique. Elle rouvre une histoire, elle convoque une place, elle oblige le sujet à se représenter autrement. Dans l'affaire Courgeot, tout indique que ces grossesses ont été maintenues hors de cet espace. Aucune place ne s'est ouverte, aucune forme ne s'est dessinée, l'enfant à venir n'a pas été pensé, il n'a même pas été refusé activement. Car refuser, ce serait encore lui accorder une existence. Il a été tenu dans un non-lieu psychique. Une vie peut tenir en surface tout en étant intérieurement organisée autour de zones muettes. Une femme peut être fonctionnelle, adaptée, socialement lisible et porter en elle des secteurs psychiques entièrement coupés du reste de son existence. La honte ici est une hypothèse centrale, ce que certains cliniciens nomment une honte narcissique. La sensation qu'un événement vient défaire l'image qu'on doit absolument maintenir de soi pour continuer à tenir debout. L'isolement coréen, cette vie loin des proches, loin des repères habituels, n'a sans doute pas créé la structure, mais il a pu lui offrir les conditions parfaites de son déploiement, un environnement où le silence était plus facile à tenir. L'isolement a donc pu servir de chambre close, un lieu où rien ne venait faire effraction. Personne pour voir, personne pour demander, personne pour interrompre. Mais ce qui frappe dans cette affaire, ce n'est pas seulement qu'un acte ait pu avoir lieu dans le silence, c'est qu'il ait recommencé. La répétition oblige à changer de niveau de lecture. Un acte isolé pourrait se penser comme un effondrement ponctuel, une crise, une bascule unique. 3 actes sur 4 années indiquent autre chose, une organisation. Ce qui revient, c'est une solution psychique catastrophique, toujours la même, face au même impossible. Mais quel impossible?
Nous ne pouvons pas le nommer à sa place, mais nous pouvons en cerner les contours. Chaque grossesse semble menacer quelque chose de son équilibre. Peut-être son image d'elle-même, sa place dans le couple, son identité de mère déjà constituée autour de 2 fils. Elle a une vie qui a une forme, un contour, une cohérence. Ces grossesses viennent trouer cette forme. Elles introduisent un excès, quelque chose qui n'était pas prévu et qui ne peut pas trouver de place. Et c'est ici qu'il faut entendre la manière dont elle décrira ce qu'elle a vécu. Elle ne parle pas d'enfant, elle parle de bouts d'elle-même, de morceaux de son propre corps. Arrêtons-nous là-dessus. Si ce ne sont pas des enfants, mais des parties d'elle-même, alors l'acte ne se range plus uniquement dans la catégorie où nous voudrions le mettre. C'est comme si elle s'empuisait, comme si elle retranchait d'elle quelque chose qui ne pouvait pas devenir un autre. Je dis bien comme si. Le terme de néonaticide est important ici. Il ne s'agit pas du meurtre d'un enfant déjà inscrit dans une relation longue, nommée, regardé, nourri, devenu visage familier dans la maison. L'acte survient dans le temps immédiat de la naissance. Cela ne réduit en rien la gravité du crime, mais cela précise le lieu psychique de l'acte. Dans certaines organisations extrêmes, le nouveau-né peut être vécu non comme un sujet distinct, mais comme une production du corps, une excroissance, un morceau issu de soi, quelque chose qui n'a pas franchi le seuil de l'altérité. La naissance physique a lieu, la naissance symbolique, elle, n'a pas lieu. Et maintenant, le congélateur. Il faut s'arrêter sur la différence entre 99 et Séoul. En 1999, le corps est détruit par le feu. À Séoul, les corps sont conservés par le froid. Le feu efface, le froid suspend. Cette différence n'est pas un délai logistique. Elle dit quelque chose du mouvement psychique. Le congélateur ne produit pas seulement une dissimulation matérielle, il crée un entre-deux. Les corps ne sont ni rendus au monde par une révélation, ni séparés par une sépulture qui aurait permis le deuil. Ils demeurent dans la maison, au cœur même de l'espace domestique, à quelques mètres de la vie familiale, morts mais retenus, présents mais cachés, ni partis, ni là. Nicolas Abraham et Maria Torok, tous deux psychiatres, ont décrit une notion qui éclaire singulièrement cette affaire, la crypte psychique. La crypte, c'est un lieu interne scellé où le sujet enferme ce qui n'a pas pu être mis en mots, ni transmis, ni pleuré, ni vraiment perdu. Ce n'est pas un souvenir vivant qu'on peut raconter. C'est un caveau intérieur. Ce qui n'a pas pu être pleuré reste enfermé, pas oublié, enfermé. Dans l'affaire Cujo, cette métaphore devient presque littérale. Le congélateur fonctionne comme une crypte matérielle. Il garde ce qui ne peut être reconnu. Il suspend ce qui ne peut être perdu. Il immobilise le temps à l'endroit exact où la parole a manqué. Le froid fait dans le réel ce que la crypte fait dans le psychisme. Il arrête le processus. Il empêche à la fois la décomposition et le souvenir. Véronique Courgeot ne garde pas seulement des corps, elle garde le lieu précis où la pensée s'est arrêtée. Et c'est peut-être cela, le plus vertigineux. Non pas seulement que l'horreur ait existé, mais qu'elle ait pu cohabiter avec l'ordinaire, avec les repas, les enfants vivants, le couple, les vacances, la vie qui continue, et dans le froid, quelque chose attendait. L'affaire devient presque impossible à penser tant qu'on cherche une seule image de Véronique Courgeot. Parce qu'il y en a deux. Et le vertige vient de ce qu'elles sont réelles toutes les deux. D'un côté, la mère de 2 fils vivants, une femme décrite comme fonctionnelle, présente, capable de tenir une maison, une famille, une vie sociale. Une femme inscrite en apparence dans la maternité ordinaire. Et de l'autre côté, la femme qui accouche seule, tue 3 nouveau-nés, cache les corps, puis reprend le cours apparent de son existence. Ces 2 figures habitent le même corps,
elles portent le même nom, mais elles ne se rencontrent pas. C'est cela le clivage. Le clivage est une division interne dans laquelle deux réalités incompatibles coexistent sans pouvoir entrer en contact. D'un côté, je suis une mère, de l'autre, ces nouveau-nés ne sont pas des enfants. Ces deux phrases devraient se contredire. Elles devraient provoquer un effondrement, une angoisse massive, une demande d'aide, une parole. Mais dans le clivage, elles restent séparées, chacune derrière sa porte. Une partie du psychisme continue à fonctionner. Elle parle, elle sourit, elle élève les fils vivants, elle répond aux attentes, elle reste socialement lisible. Et une autre partie reste enfermée autour d'un savoir impossible. Un savoir sans phrase, sans témoin, sans adresse. Le clivage permet donc de continuer. C'est cela qui le rend si terrifiant. Il ne détruit pas forcément la vie quotidienne, il peut au contraire la maintenir. Mais derrière une cloison psychique, quelque chose reste hors monde, hors parole, hors humanisation. Le clivage protège le sujet d'un effondrement, mais il le fait au prix d'un désastre éthique absolu, car derrière cette cloison, l'autre disparaît. L'enfant ne devient pas un sujet, il reste pris dans une zone muette, un dehors du langage, un dehors de la filiation, un dehors de la responsabilité psychique. Les experts au procès mettront en évidence un élément décisif, la question de la toute-puissance. Ces bébés auraient été vécus comme le prolongement de son être. Et cette position lui aurait donné, dans son monde interne, une sorte de droit de mort sur eux. Dans une organisation psychique suffisamment différenciée, le bébé quitte le corps de sa mère et devient un être séparé, fragile, dépendant, vulnérable, mais séparé. Ici, quelque chose de cette séparation semble ne pas s'opérer. Le nouveau-né reste pris dans une zone confuse, comme s'il demeurait un morceau d'elle-même, une production de son corps, un prolongement de son être. Et si le bébé n'est pas reconnu comme autre, alors l'interdit fondamental vacille, car il ne s'agit plus dans son monde interne de tuer un autre, il s'agit de supprimer ce qui est vécu comme une excroissance de soi, un excès corporel, une chose issue de soi dont on pourrait disposer. C'est là que la toute-puissance prend sa forme la plus inquiétante. Non pas seulement je peux tuer, mais cela m'appartient tellement que je peux décider si cela doit vivre ou disparaître. Le bébé naît biologiquement, mais il ne se détache pas psychiquement. Il sort du corps sans sortir du domaine de la toute-puissance maternelle. Le cœur de l'épisode n'est donc pas le déni de grossesse au sens où l'on l'emploie trop vite, il est plus fragmenté. La dénégation repousse la grossesse hors du récit conscient. Le clivage laisse cohabiter deux réalités incompatibles sans qu'elles se rencontrent. Et le défaut de différenciation empêche le bébé d'apparaître comme un autre. C'est dans cette articulation que le crime devient pensable cliniquement. Une partie sait, une autre ne peut plus savoir. Et l'enfant, au moment même où il naît, ne parvient pas à être reconnu comme sujet séparé. Le crime survient dans cet écart, là où il aurait fallu une parole, une demande d'aide, un tiers appelé, une main tendue vers quelqu'un. Il y a eu une cloison, et derrière la cloison, 3 enfants sont morts. À Séoul, les 2 enfants retrouvés dans le congélateur n'étaient d'abord que des corps saisis par l'enquête, des corps analysés, des corps qui devaient prouver une filiation, établir une vérité, refermer l'hypothèse du complot. Pendant un temps, ils ont existé dans le dossier avant d'exister dans le monde. Ils étaient devenus des pièces à conviction. Puis, après coup, quelque chose leur a été rendu, un état civil, des prénoms, une sépulture. Selon les éléments rapportés, ce sont leurs 2 frères vivants qui auraient choisi leur prénom, Alexandre et Thomas. Ce geste est bouleversant parce qu'il arrache ces 2 enfants au seul statut de preuve. Il les fait sortir du froid judiciaire, il les ramène dans une histoire humaine. Ils n'étaient pas seulement les corps d'une affaire,
Ils étaient des enfants, des frères, des enfants qui auraient dû avoir une place. Dans cette affaire, le froid a gardé ce que la parole n'avait pas pu porter. Il a conservé le point exact où la pensée s'est arrêtée. Et un jour, en ouvrant une porte ordinaire, celle d'un congélateur familial, Jean-Louis Courgeot a découvert ce que le silence avait tenu caché, dans la cuisine, dans la maison, au milieu de la vie familiale. Ce jour-là, ce qui avait été retiré du monde y est revenu brutalement. Et plus tard, par leur prénom, par leur état civil, par leur sépulture, Alexandre et Thomas ont été rendus à une place. C'est peu face à ce qui leur a été pris, mais c'est essentiel, parce qu'une sépulture dit ceci: vous avez existé, vous n'êtes pas seulement une affaire, vous n'êtes pas seulement une preuve, vous avez été attendu par personne, peut-être, reconnu trop tard, oui, mais vous avez eu un nom, et peut-être que cet épisode doit s'arrêter là, sur ces deux prénoms, Alexandre, Thomas, sur ces enfants enfin sortis du froid. Merci d'avoir écouté Clinique du crime. Si cet épisode vous a intéressé, vous pouvez vous abonner au podcast, le partager ou laisser une note sur votre plateforme d'écoute. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.